à la deuxième grande partie de cette table ronde, puisqu'on avait envie d'aller soulever le capot, ouvrir les rideaux des coulisses et se dire mais tout ça, c'est très intéressant quand on a des keynote speakers qui nous font des grandes orientations d'intention, mais est-ce qu'on pourrait avoir le témoignage de gens qui le vivent dans la réalité quotidienne? Et donc je vais appeler sur la scène nos deux intervenants. Allez-y. Ouais. Alors, Amélie Flamand, qui représente la famille des entreprises B2C, c'est-à-dire celles qui vendent les produits directement aux clients et aux users final. Donc, Amélie va nous présenter Rouge-Gorge dans un instant. Donc, une entreprise et une marque qui vend de la lingerie que j'imagine toutes les dames et tous les messieurs qui sont dans cette salle, ou quelle que soit la manière dont vous vous définissez, peut-être vous connaissez. En tout cas, vous le connaîtrez mieux après. Et puis Yolande Garcia, que je remercie aussi de sa présence, qui au sein du groupe Orange, parce que ça n'a pas été dit clairement tout à l'heure peut-être, représente la partie Orange Business, et donc les équipes d'Orange qui traitent plutôt avec les entreprises en B2B. Ce qui nous intéresse là, c'est pas tant comment on fait évoluer la publicité, le packaging, la recette du produit qu'on va mettre à l'intérieur du packaging, c'est humainement comment ça se passe. Et donc, on va parler des intentions des marques ou des entreprises, et on va aussi se dire mais comment les personnes qui sont dans les équipes marketing, RSE, engagement et les autres métiers arrivent à avancer dans cette voie. Alors, Amélie, merci d'être avec nous. Quand on a préparé cette conférence, ce qui m'avait marqué dans notre échange, c'est que vous m'avez dit, honnêtement, si on ne passe pas de la dette écologique à quelque chose de plus enthousiasmant, marketing responsable, ça ne va pas forcément fonctionner. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on voit ça chez Rouge-Gorge? Et puis, concrètement, comment ça se traduit? Quels sont les sujets que vous identifiez comme étant des sujets de dette? Quels sont les sujets sur lesquels vous identifiez qu'on est plutôt dans quelque chose de plus créateur de valeur avec un S, contributif, enthousiasmant? Voilà, je vous laisse nous guider un peu et nous montrer comment ça se passe chez vous. Bonjour. Donc effectivement, déjà peut-être parler de Rouge-Gorge Lingerie. Oui, alors pardon, j'aurais dû démarrer par ça. Voilà, quelques chiffres clés pour situer Rouge-Gorge. Voilà, donc Rouge-Gorge, c'est une entreprise des Hauts-de-France. C'est la deuxième marque de lingerie spécialisée après Etam. Donc j'espère que vous connaissez quand même l'enseigne. C'est 265 magasins, principalement en France, quelques-uns en Belgique, 665 salariés, dont 95% de femmes. C'est important pour notamment la contribution qu'on aura choisie. C'est la lingerie de jour, de la lingerie de nuit, enfin, c'est les différents produits et un site internet évidemment, en plus du réseau magasin. Et dans le contexte, c'est une entreprise qui est issue de Fil d'Art et donc qui fait partie de la galaxie des entreprises Mullier bien connues de la région. Donc effectivement, notre ambition, c'est de devenir la première marque de lingerie engagée pour les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui guide vraiment nos actions et qui a été décidé il y a déjà quelques années, quand on travaille sur nos plans stratégiques. Et on partage une vision claire avec nos collaborateurs et nos parties prenantes. Et donc, cette ambition, elle a été inscrite il y a 5-6 ans. Et on est en train d'écrire le nouveau plan. Donc, c'est aussi des choses qu'on va rechallenger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de nos prises de décision. C'est vraiment un guideline important. Effectivement, Rouge-Gorge s'engage, la RSE chez Rouge-Gorge. Alors juste que vous sachiez, moi ça fait 10 ans que je travaille chez Rouge-Gorge, mais j'ai un parcours extrêmement classique, plutôt marketeur de l'offre. J'ai été longtemps chef de produit, acheteur jusqu'à responsable collection. Et je suis désormais en charge de l'engagement, en charge de la RSE. J'ai eu la chance d'avoir ce parcours chez Rouge-Gorge. Je dépends désormais des richesses humaines, donc de la DRH, mais je suis physiquement installée au milieu de la communication. Voilà, que vous sachiez un peu. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement stratégique.
de communiquer sur les engagements à la fois pour l'interne et l'externe. Donc voilà le contexte. Effectivement, il y a une logique de dette dans la RSE, puisque Rouge-Gorge, c'est du textile. Le textile, c'est quand même la 3e industrie la plus polluante. On a beaucoup d'impacts négatifs par rapport aux produits. Sur un bilan carbone de n'importe quelle industrie textile, n'importe quelle marque, on aura tous le même bilan carbone. On aura 80 à 85% de notre impact qui va venir du produit, de la confection du produit. Et au sein de cet impact-là, c'est la matière. Plus de 92%, c'est la matière. Ça, quel que soit le textile qu'on fait, quel que soit le type de produit qu'on fait, on aura tous le même. Donc évidemment, cette dette pour la planète, elle est prégnante. Et donc, on parle d'empreinte carbone, de sourcing, de preferred fibers, de sensibilisation des collaborateurs. C'est ce qu'on va dire sur la RSE, les 3 piliers People, Planet, Profit. C'est vraiment la partie planète. Mais les 2 axes qui sont intrinsèquement liés, qui sont People et Profit, c'est évidemment imbriqué dans la RSE. Et là, dans People, on va parler des conditions de travail, des engagements sociaux-sociétaux, de l'inclusivité et de toutes nos parties prenantes, évidemment, pas uniquement de nos collaborateurs, mais de nos clients, de nos fournisseurs. Et puis, profit, on va parler évidemment du produit, de l'éco-conception, de l'éthique des affaires, de la transparence, de la traçabilité. Ça, c'est vraiment un peu le fond de tarte de la RSE, les 3 piliers de la RSE, ce que chacun de nous, quand on travaille en RSE, c'est vraiment notre quotidien. Et on doit apporter des preuves de ce qu'on fait. Donc là, j'ai juste illustré par des labels, parce qu'évidemment, s'appuyer sur le cadre législatif, s'appuyer sur le label, c'est extrêmement utile. Ça permet déjà de prouver et que ce ne soit pas juste des mots. Ça permet d'expliquer aux clients, à nos parties prenantes, ce qu'on fait. Mais ça, c'est effectivement la base de l'engagement. Je pense qu'il n'y a plus aucune entreprise aujourd'hui qui ne travaille pas sur ces sujets. En tout cas, j'ose espérer que toutes les entreprises travaillent sur ces sujets. Et donc, une fois qu'on fait ça, sur quoi on met l'accent? Qu'est-ce qu'on met en avant, en fait? Qu'est-ce qui va faire la différence d'une entreprise par rapport à une autre? Qu'est-ce qui va faire sa désirabilité? Pourquoi, moi, en tant que consommatrice, je vais venir acheter mon soutien-gorge chez Rouge-Gorge plutôt que chez Etam ou chez Darjeeling, par exemple? Pourquoi, en tant que collaborateur, je vais aller travailler chez Rouge-Gorge ou chez Orange plutôt que dans une autre entreprise? Certainement parce que je partage des valeurs communes et certainement parce que les engagements que la marque a choisi de prendre correspondent avec ce que moi, j'ai envie aussi d'avoir. Et donc, le consommateur, il a un pouvoir énorme. On dit souvent que le pouvoir du consommateur et le pouvoir du citoyen, c'est le droit de vote, mais le pouvoir du consommateur, c'est l'euro qu'il choisit de dépenser. Et pourquoi est-ce qu'il va venir le dépenser chez moi? Parce que finalement, un soutien-gorge, c'est un soutien-gorge, et que finalement, les preferred fibers chez Etam, il y en a aussi. Et c'est normal qu'on soit un peu tous sur les mêmes sujets, puisqu'on a les mêmes enjeux à la base. Donc, qu'est-ce qui va faire que ma marque va être plus désirable qu'une autre aux yeux du consommateur? C'est ce qu'on peut appeler effectivement la RSM. C'est une notion qu'on a abordée ensemble, que j'avais jusque-là pas beaucoup appréhendée et que je trouve hyper intéressante. C'est donc la RSE, c'est la dette, tout ce qu'on fait, et comment je passe là à ma contribution, quelle va être mon utilité au monde, qu'est-ce que je vais faire de plus que les autres, et qu'est-ce que je vais donc mettre en avant. Pour éviter aussi le washing, il faut évidemment partir de ce qu'on fait, des preuves, et mettre en exergue les choses les plus importantes pour nous. Et donc là, toute la notion de marketing est essentielle parce que la communication entre la RSE et la RSM est essentielle parce que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir choisir, décider, qu'on va pouvoir aussi être force de proposition auprès des dirigeants qui sont parfois un peu perdus parce qu'ils doivent à la fois piloter le business à court terme avec des enjeux qui sont quand même très forts en ce moment. On est quand même extrêmement challengés. Ils doivent être sur une vision beaucoup plus long terme. Et certainement que le rôle de la RSE va être de les aider à mettre en avant ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Donc, juste... c'est maintenant ? Non, ce que je voulais dire justement, c'est de dire je suis marketeur, j'arrive chez Rouge-Gorge. J'ai tout ce qui est fait là dans ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai une entreprise qui a regardé les enjeux de manière sérieuse. Si elle a bien fait son boulot, parce qu'elle a une responsable de l'engagement compétente et bien formée, elle n'est pas passée à côté d'enjeux matériels. Donc jusqu'ici, ça va. La question, c'est après, qu'est-ce que je mets en avant? Qu'est-ce que je choisis? Et donc là, il y a un choix
de parti pris très fort qui a été fait chez Là, Rouge-Gorge. c'est vraiment le sujet de cette année 2023 et c'est la campagne qu'on a notamment lancée le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On a eu des années où on a accès sur mettre en avant la visibilité de nos engagements plutôt sur le sujet de l'accompagnement des femmes. Mais là, ce qu'on a choisi cette année, c'est ce qu'on peut un peu nommer inclusivité, mais on s'est dit, on ne va pas afficher. Rouge-Gorge s'engage pour l'inclusivité. On s'est dit que ça devait évidemment être beaucoup plus subtil que ça et passer par l'image qu'on renvoie. Et effectivement, la responsabilité d'une marque de lingerie envers les femmes, envers les jeunes filles qui voient les représentations, c'est extrêmement important. Le choix qui a été fait, c'est de laisser une carte blanche à une photographe pour aussi utiliser l'art comme un moyen de véhiculer ce qu'on a envie de montrer. Et donc une photographe qui a carte blanche durant l'année 2023 pour chaque mois photographier des femmes. Ça s'appelle Cliché, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes, sur le corps des femmes, sur le côté glamour, sexy, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc chaque mois, elle prend la parole et elle nous montre des femmes qui utilisent leur corps comme un moyen d'expression. Et donc là, c'est janvier-février. En octobre, il y aura évidemment des femmes qui traversent l'épreuve du cancer du sein, parce que c'est un gros axe d'engagement. Et c'est là où on voit que ça s'imbrique, en fait. Et évidemment que ce qu'on montre là et ce qu'on véhicule là, pour justement pas risquer qu'on puisse parler de social washing ou quoi que ce soit, moi, je veille, et ça, c'est mon rôle, et je les harcèle constamment, sur la symétrie des attentions. C'est-à-dire que ce qui se voit en externe doit se vivre en interne et inversement. On ne peut pas juste avoir un discours, on ne peut pas juste montrer des choses si on ne l'incarne pas et si nous, on n'est pas les premiers ambassadeurs et que ces notions aussi d'inclusivité, d'inclusion, évidemment que ça doit aussi passer sur un recrutement inclusif, évidemment on doit parler de diversité dans les équipes. Donc c'est évidemment aussi beaucoup traité par les RH, par le commerce. C'est aussi l'inclusion, c'est aussi comment on accueille les personnes peut-être à mobilité plus réduite dans nos magasins, comment notre concept y correspond aussi à ces sujets. Donc c'est de l'image, mais c'est bien plus que ça, parce que ça doit véhiculer clairement un engagement très fort de Rouge-Gorge en 360 auprès de toutes ces parties prenantes. Et donc ça reprend les notions théoriques qu'on a vues précédemment sur des choses beaucoup plus concrètes et comment on le travaille chez Rouge-Gorge. Et la deuxième illustration pour faire vraiment le relais de ce dont on vient de parler juste avant, c'est comment on passe d'une logique effectivement linéaire à une logique circulaire. La seconde main, évidemment que c'est un raz-de-marée en prêt-à-porter, en lingerie. Bon, on ne savait pas. Moi, je suis convaincue qu'évidemment, c'est un marché très intéressant pour Rouge-Gorge et donc c'est un levier de croissance non carboné qui peut être très chouette, mais là encore, comment on le fait, comment on le prend, bon, risqué ou pas, la meilleure moyen de savoir et donc comment nous on a choisi de le traiter, c'est en faisant un test, parce qu'en fait personne n'a la réponse à part le client et la cliente de comment elle va réagir, est-ce qu'elle va y aller, pas y aller, comment nos équipes de vente vont aussi être capables de suivre ça. Et donc on a choisi de collaborer, et là encore on l'a fait par rapport à nos valeurs, donc les valeurs de Rouge-Gorge, accompagner l'entrepreneuriat féminin. On l'a fait en collaborant, donc l'écosystème ultra important, en collaborant avec une start-up lilloise qui s'appelle Abracadabra Upcycling, qui est la seule solution aujourd'hui de collecte et de revalorisation de la lingerie. Et bien là, la désirabilité, hyper important. On était parti d'une communication soutien-gorge upcyclé par Abracadabra et en fait avec du craft, des codes qui nous semblaient pertinents. Et puis c'est pour ça que c'est important la notion de test, parce qu'on l'a déployé que dans 2 magasins et au bout de quelques mois on s'est dit en fait non, il faut rendre l'offre beaucoup plus désirable, en tout cas la communication beaucoup plus désirable et il faut que ce soit... En fait, c'est pas une punition d'acheter de la lingerie upcyclée, bien au contraire, c'est une réelle opportunité. Et donc, on a revu entièrement la com. Et là, c'est même pas encore la version définitive. On est encore en train de revoir, même le merchandising. On est en train de. Et c'est ça qui est intéressant sur la notion de test, parce que du coup, c'est à petite échelle, ça va pas coûter beaucoup d'argent. Donc, on réajuste pour pouvoir déployer de façon beaucoup plus sereine et sûre et récupérer de la data. Et parce qu'évidemment que ça doit être aussi attractif que la collection
générale. Et en fait, je crois, moi, qu'il n'y a pas une solution. On se tromperait si on imaginait trouver une solution. Ça se saurait, hein, s'il y avait une baguette magique, on l'aurait déjà tous trouvée. Donc en fait, c'est à chacun de nous de se baser sur son histoire, sur des piliers de valeurs qui sont très forts, et de trouver le panel de solutions qui va correspondre aux besoins du consommateur. Et il n'y en aura pas qu'une. Donc en fait, moi aujourd'hui, je suis consommatrice de lingerie, mais il y a des jours où je ne mets pas de soutien-gorge, donc c'est OK. Il y a des jours où je vais aller chercher de la lingerie upcyclée, et c'est tout à fait OK. Peut-être que demain, je vais me marier, j'aurai envie de louer ma guêpière, et donc il y a un modèle d'affaires à trouver par rapport à ça. Et peut-être qu'en fait, il y a un jour, j'ai vraiment envie de m'acheter mon soutien-gorge neuf, parce que c'est super OK, et j'irai choisir dans la collection... rouge-gorge neuve, qui sera évidemment fabriquée avec des preferred fibers demain. Il n'y aura plus que ça. Et ce sera tout à fait OK aussi. Et donc, le marketeur, il doit accompagner le parcours du consommateur. Et donc, la notion de partie prenante est ultra importante parce qu'évidemment, là, quand on a... Je me mettais un peu à votre place en me disant, mais en fait, ils sont persuadés peut-être que c'est à eux de porter tous ces sujets-là. Mais non, bien sûr que non. C'est l'ensemble de l'entreprise qui bascule. Donc, tout le monde ne passe pas dans l'œil du cyclone en même temps. Donc il y a eu l'offre au début, évidemment, parce que la législation pousse l'offre à bouger en premier. Mais maintenant, le marketing, évidemment, est dans l'œil du cyclone, parce qu'il y a là aussi la réglementation, les termes à ne pas utiliser, la communication, c'est très complexe, il faut se faire accompagner. Il faut qu'il y ait des gens qui soient des vraies ressources pour dire les mots qu'on ne peut plus employer, les mots qu'on a le droit d'employer, parce que ça devient évidemment très risqué. Et puis, il y a toutes les autres parties prenantes de l'entreprise. Et c'est ce qui fait la richesse de ce sujet, c'est qu'on est vraiment réellement tous ensemble, en n'oubliant pas le commerce, parce qu'il faut que les conseillers de vente soient capables d'expliquer, que ce soit très clair pour eux. Et eux aussi, ils sont un peu perdus. Donc, il faut que ce soit réellement un changement de paradigme. Et on a à la fois le temps, mais pas trop. Donc, Merci beaucoup. Je vais récupérer. Alors, le temps file. Ce que je trouve passionnant dans ce qu'on vient de découvrir, c'est que là, vous l'avez dans la vraie vie. J'avais prévu une diapo, je vais la commenter très rapidement. On y reviendra peut-être tout à l'heure en fonction des questions que vous auriez éventuellement, mais je ne veux pas mettre les gens qui vont nous suivre en difficulté sur l'accès à la scène. Ce que je trouve important, c'est que vous voyez une entreprise qui a en RSE bien fait son travail et qui va devoir faire le bon choix de RSM. C'est-à-dire à un moment donné aller jusqu'au client qui va acheter le produit. Et on voit qu'on a besoin de bosser ensemble parce que personne n'a la réponse tout seul, et surtout pas le marketeur qui peut-être historiquement était formé en se croyant extrêmement brillant indépendamment des autres et qui maintenant a plus besoin de ses collègues, et tant mieux. Je pense que c'est intéressant. Et l'exemple du packaging est, je trouve, illustratif. Là, c'est accessible puisque c'est de l'upcyclé. Mais pourquoi parce que c'est durable, il faut que ce soit moche? Non. Ça, c'est une croyance limitante du marketeur des années 80. C'est pas parce que c'est responsable que tu dois pas faire ton boulot de marketeur pour le rendre désirable. Donc, sors-toi un peu les mains des poches et fais ton travail de marketing, sois créatif, donne envie, etc. Et donc, la durabilité, ça fait partie du métier de marketeur. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est dans le clafoutis, au milieu du gâteau, à côté de tout le reste. Alors, ce que je voulais juste dire dans ce schéma très court, parce que je voudrais qu'on puisse... partager aussi l'expérience d'Orange, je vais commenter juste 2 points. Vous avez dans le bas de ce schéma ici la partie RSE. Donc, pour avoir les bons codes, il faut que ce soit matériel, donc les vrais sujets, et que les actions que je mette en place soient crédibles. Si je fais une erreur sur ces 2 premières étapes, je fais du greenwashing ou du washing et ça peut m'être reproché. Mais une fois que j'ai fait ça, je n'ai toujours pas vendu mes produits, créé de la valeur avec mes consommateurs, etc. Et donc, la partie RSM, et moi j'aime bien utiliser ces 2 mots et les faire fonctionner ensemble, c'est mon travail chez Des Enjeux et des Hommes quand j'accompagne à la fois des entreprises et des marques, et parfois il y en a plusieurs, et tu l'as bien expliqué, c'est d'aller puiser dans ce patrimoine RSE les éléments que les clients, les prescripteurs et plus globalement les gens qui vont avoir un avis dans le choix du produit vont avoir. Et donc pour ça, il faut aussi connaître leurs attentes, il faut connaître leurs insights. Et ça va bouger, parce qu'un jour, on va parler d'un sujet de traçabilité, ils vont être rassurés, et puis 6 mois après, ils vont avoir d'autres attentes, parce que la traçabilité, ce sera une évidence pour eux. Et donc, pour réussir à ça, c'est sur ça que je voulais mettre le doigt, il faut ici faire tout ce que vous avez entre le bleu et le orange, et on voit bien que si j'avais trouvé une couleur qui mêle le bleu et le orange, je l'aurais fait, mais je n'ai pas réussi. À un moment donné, c'est plus marketing d'un côté et RSE de l'autre, il faut se mélanger, il faut bosser ensemble,
parce que personne n'a 100% de la réponse. Donc vraiment, j'encourage les marketeurs qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent à se rapprocher des gens qui ont cette compétence en interne et éventuellement en externe si ça vous fait défaut. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que, on l'a un petit peu évoqué avec Amélie, mais avec Yolande Garcia, que je remercie de sa participation, on avait envie de aussi se dire comment ça se passe dans les entreprises B2B et puis comment ça se passe entre ces différents métiers. Et finalement, est-ce que je peux avoir quelques clés de réussite de la manière dont je vais engager mes équipes marketing? Alors peut-être, Yolande, vous proposez, comme Amélie, de dire un petit mot sur l'entité que vous représentez chez Orange. Et puis ensuite, on va regarder à la fois pourquoi et puis comment ça se passe chez vous. Du coup, je ne sais pas si vous... Oui, vous m'entendez. Juste pour préciser quel est mon rôle dans le marketing responsable chez Orange Business. En réalité, moi, je suis consultante manager en transformation digitale avec une forte connotation RSE pour un des cabinets de conseil internes. Et j'accompagne les équipes marketing RSE d'Orange Business dans justement le projet de transformation de l'entreprise. Donc juste un petit panorama très rapide pour resituer en fait le Orange Business dont vous ne connaissez peut-être pas l'activité. En fait, c'est un réseau du numérique issu, c'est une entreprise du numérique issue du réseau. On est présent dans 65 pays dans le monde. On va atteindre les 30 000 collaborateurs. On a un panel de clients extrêmement variés, avec ça va de la multinationale à la PME, sur des secteurs d'activité eux aussi très variés. On a l'industrie, l'énergie, les transports, les médias, le secteur public, enfin voilà, les collectivités territoriales. Et on a une multiplicité de métiers également, avec de la connectivité, du cloud, de la cybersécurité, de l'expérience client, de la data. Enfin voilà, c'est extrêmement complexe, passionnant mais complexe. Et en fait, cette complexité, elle a un rôle, elle a induit un rôle et une relation à la clientèle particulière, puisque je veux bien que tu changes. Voilà. Donc juste pour redire, en fait, Pardon. Je recommence, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Juste pour dire qu'effectivement, la dimension RSE, ça fait partie des engagements extrêmement forts au niveau de la direction, que ce soit du groupe Orange ou de la direction d'Orange Business, avec sur les années, dans la continuité, les plans stratégiques qui incluent de la RSE, au fur et à mesure qu'ils se succèdent, et y compris quand la direction change, donc que ce soit Stéphane Richard ou notre nouvelle DG Christelle Heidemann, on voit bien que la dimension RSE est clé pour nous. Avec un objectif d'atteindre un net zéro carbone d'ici 2040. Donc voilà, encore une fois, un engagement très fort. Et bien sûr, les plans stratégiques du groupe se déclinent au niveau de la filiale, de la branche B2B avec Orange Business. Alors, quand on a préparé cette intervention, on s'est dit, OK, donc Orange Business fait partie du groupe Orange qui est engagé en RSE. On va utiliser les mots-clés là qu'on commence à maîtriser un peu. Mais la question, c'était en tant que Orange Business, quelles étaient les bonnes raisons de s'engager au-delà de la volonté du groupe et de ses dirigeants. Et donc, on s'est dit qu'il y avait des risques et des opportunités, en tout cas plusieurs manières de justifier et de donner de l'élan à votre engagement et à celui de vos équipes. Donc en fait, voilà, les équipes RSE chez Orange Business sont directement intégrées au marketing, et c'est important. C'est important parce qu'on voit que la relation au client est forte. Donc en fait, cette dimension RSE, effectivement, elle se joue selon deux axes. Un premier où on est dans un engagement
à fournir des éléments de preuve à nos clients qui eux-mêmes doivent mesurer leur propre impact. Donc, dans la mesure où on est sous-traitant, prestataire de nos clients B2B, on a obligation, au fur et à mesure, mais nos clients nous le demandent, donc il est super important qu'on s'engage à ça, à mesurer l'impact de toutes nos offres. On a quand même plus de 200 offres et solutions. Donc c'est un travail considérable, avec, encore une fois, l'objectif n'étant pas de faire du déclaratif, mais de fournir des éléments de preuve. Parce qu'eux vont devoir eux-mêmes les intégrer dans leur mesure d'impact. Donc ça, c'est la partie un peu contrainte. Ensuite, on a effectivement des opportunités, parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait, on a beaucoup de métiers, et donc il y a un moment ou un autre, on va pouvoir rencontrer les besoins, les attentes, les points de douleur de nos clients qu'on interroge par secteur d'activité pour regarder comment on peut leur fournir des solutions qui vont les aider dans leur propre transition environnementale, soit en leur fournissant en mettant l'accent sur les solutions qu'on a déjà, parce qu'il y en a déjà qui répondent aux besoins, soit en adaptant, en faisant évoluer des offres qu'on a déjà, mais pour aller vers plus d'accompagnement. Je vous donnerai un exemple ou deux juste après. Ou alors, carrément, effectivement, dans les échanges qu'on a avec les clients, en analysant les données marché, en réfléchissant avec eux aux points de douleur, on va s'engager quand c'est pertinent, parce que l'idée c'est aussi de faire du business, quand c'est pertinent, quand on est différenciant par rapport à la concurrence, on va essayer de s'engager à créer des offres nouvelles pour les accompagner. Donc je vais juste donner un ou deux petits exemples. Donc on travaille vraiment avec les chefs de produits, avec les commerciaux pour tout ça. Et j'ai deux petits exemples que je voulais donner en termes d'offres. Par exemple, on a une offre qui est une offre data qui permet d'analyser les flux sur la base des données de cellulaires et en fait de connaître les flux, les flux des visiteurs, les flux des utilisateurs. Et en fait, cette offre-là, qui s'appelle Fluvision, est aujourd'hui en train de travailler avec l'ADEME et Carbone 4 pour intégrer une dimension optimisation de la mobilité pour justement fournir une brique supplémentaire dans l'offre qui va permettre, par exemple, les collectivités locales de travailler avec la SNCF, de travailler sur leur plan de mobilité urbaine pour réduire l'impact. Ou un autre sujet qui est vraiment clé chez nous, les data centers. On sait que ce sont des solutions qui sont pas mal génératrices carbone elles-mêmes. Et donc, du coup, il y a plusieurs générations de data centers. Et l'idée, progressivement, ça va être de faire migrer les clients qui sont sur les anciennes générations vers les nouvelles. Donc là aussi, on les accompagne. Ça leur permet, eux, de réduire leur propre impact. Et donc, juste pour faire un petit clin d'œil à un mot-clé, une entreprise, notamment B2B, qui gagne, c'est une entreprise qui va connaître ses enjeux matériels à elle, oui, et qui va s'intéresser aux enjeux matériels de ses clients et les aider à à relever leurs propres défis en utilisant ces champs de compétences, ces expertises, ces offres, etc. Alors, on s'est aussi demandé comment ça se passe finalement et comme Orange est engagé depuis longtemps et que Orange Service est en train lui aussi de basculer dans cette nouvelle approche, finalement, qu'est-ce que vous voyez, Yolande, se mettre en place comme solution, levier pour embarquer les équipes marketing? Et puis, peut-être comment vous les ressentez aujourd'hui par rapport à ces sujets? Est-ce qu'ils ont fait le chemin? Est-ce qu'on est au milieu du gué? Quelle est votre appréciation de ça? On est au début, le programme est lancé, mais on en est en fait vraiment dans sa phase d'initialisation, parce que c'est pour ça qu'il était important que je vous explique un peu la complexité de l'entreprise. 30 000 collaborateurs, une offre pléthorique avec 200 solutions et multiplicité de pays, qui dit aussi que les empreintes carbone par pays sont différentes. En France, du fait du nucléaire, on a un impact sur l'énergie qui est moindre. Ça ne va pas être le cas dans d'autres pays où on a des clients. Et donc, en fait, les équipes marketing, donc il y a une pression, mais elles sont soutenues en fait par un énorme engagement des équipes
au-delà du marketing même, par les équipes de collaborateurs pour qui cette notion-là est vraiment quelque chose d'important, y compris en termes d'attractivité de la marque employeur. Hein. C'est un sujet sur lequel, si nous, on n'est pas à la hauteur, en fait, on va avoir du mal à recruter. Et donc encore une fois, les collaborateurs sont extrêmement engagés. On a un collectif qui se décline par business line, par entité, qui s'appelle Orange is the New Green. Typiquement, chez Orange Consulting, où moi je travaille, on a Orange Consulting is the New Green. Et en fait, c'est des initiatives de groupes, d'individus, qui vont travailler sur des propositions de valeur un peu spécifiques, qui vont faire de la veille, qui vont partager des bonnes pratiques. Donc ça vient, ça, pour le coup du terrain. Oui, okay. On a aussi un accompagnement par les cabinets de conseil internes, typiquement Orange Consulting, ou on a dans le groupe Orange Innovation qui travaille sur des outils et des méthodologies de calcul d'impact sur lesquels Orange Business va pouvoir s'appuyer. Et puis, on a tout un socle d'outils de sensibilisation. Donc, je pense que vous connaissez tous, ou en tout cas une grande partie d'entre vous, la fresque du climat. Il y a aussi la fresque du numérique. Donc, de plus en plus de collaborateurs sont sensibilisés à ces sujets-là par ce biais-là. Ça marche vraiment très bien. Et puis aussi, on a mis en place des sessions de formation marketing responsable. C'est sur 2 jours, donc c'est plus dédié aux équipes marketing. Et donc, encore une fois, là, il y a un accompagnement des équipes. Alors, petit clin d'œil sur l'outil pédagogique de la fresque du climat. On l'a dit tout à l'heure, la fresque du climat, c'est bien. La fresque du climat terminée par qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on met en place des solutions, c'est mieux. Ne faites pas l'erreur de laisser vos collègues ressortir de la salle complètement terrorisés par l'exercice. Et donc, la manière d'animer cet outil est très important. Et on a parlé de toutes les parties prenantes, on a parlé de l'ensemble des enjeux. Donc, démarrer par le climat, c'est bien, mais prendre en compte l'ensemble des enjeux matériels de mon métier. Donc, c'est une entreprise n'est pas égale à une autre. C'est aussi très important quand on est marketeur. Donc, attention à ne pas faire du simpliste, même si on fait du impactant en termes de prise de conscience. Voilà, moi, je voulais en tout cas apporter ça de par le regard un peu externe que je peux avoir. Alors, juste peut-être sur la partie désirabilité. Oui, exactement. Alors, la désirabilité dans du B2B, c'est quand même un peu... Et sur du cloud ou de la connectivité ou de la cyberdéfense, c'est un peu particulier. Non, en réalité, nous, la désirabilité, ce qu'on veut, c'est que les clients continuent de nous faire confiance. C'est pour ça qu'on travaille de façon énergique à pouvoir leur fournir ces fameux éléments de preuve qui vont les rassurer. En fait, la désirabilité, pour le coup, ça va être le fait de les rassurer sur notre propre engagement, sur le fait qu'on aille vers de moins en moins d'impact. On va, comme sur le textile, on va garder de l'impact. Donc, l'idée, c'est pas d'être là, on va de façon progressive, on est conscient du chantier. Et donc, la désirabilité, encore une fois, c'est de leur montrer qu'on est engagé, on va réduire notre impact, donc par ce biais-là, réduire leur propre impact. Et à terme, donc plutôt horizon fin 2023-2024, leur proposer des solutions qui vont leur permettre justement à eux d'opérer leur transition environnementale. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu particulier sur du B2B, mais il y a des solutions. Oui, c'est d'être le partenaire de choix qui aide mon client à gérer ses enjeux matériels parce que je suis plus expert que lui sur mon domaine. Et c'est comme ça qu'on devient un partenaire stratégique sur ces questions de durabilité. Alors, ce que je vous propose, j'ai négocié habilement avec nos amis de Common-Or un petit supplément de temps qui va nous permettre de prendre éventuellement quelques questions dans la salle. Pour faire un tout petit peu de déambulation, je vous invite toutes les deux à traverser la scène et ça permettra à nos 2 experts de vous rejoindre. Juste courtement vous montrer un autre élément qui est là. Voilà, merci. C'est simplement un outil qu'on a développé chez Des Enjeux et des Hommes et qui explique comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un changement se pérennise. Entre la gauche et la droite, je n'ai pas conscience de l'importance d'un problème. Entre le haut et le bas, je ne suis pas capable de travailler différemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'on va sensibiliser d'abord les personnes pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tous ces changements, mais que ce n'est pas suffisant. Le pire, c'est d'être sensibilisé et incapable de changer. Puis, on va travailler sur
la montée en compétences, l'outillage pour que ce changement de pratique puisse être possible. Mais souvent, ça retombe. Dès qu'il y a un peu de pression commerciale, on revient aux vieilles pratiques. Et donc, il y a la notion d'ancrage du changement. Et Yolande, vous ne l'avez pas évoqué, mais on s'en était parlé courtement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, maintenant, dans les process d'innovation ou de développement des nouveaux produits, posent des jalons dans lesquels la notion de RSM est traitée. On est obligé d'avoir la dimension RSM pour lancer un nouveau produit. Et donc, c'est un espèce de garde-fou qui permet d'avoir cette prise en compte ancrée, en tout cas, dans les pratiques. Voilà. Alors, on va revenir, merci à la régie, sur la slide, sur les questions-réponses. Y a-t-il dans la salle une personne qui avait envie? Alors, si vous vous présentez très court, questions courtes, réponses courtes, dites-moi. Sinon, moi, j'en ai des questions, mais... Alors, oui. Bonjour. Alors moi, je n'avais pas vraiment une question à proprement dit, mais je m'interrogeais sur la différenciation, finalement, par rapport à la concurrence sur les enjeux RSE. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être finalement un peu uniformisé sur la stratégie? Et est-ce qu'il y a finalement des stratégies de différenciation aussi qui rentrent en ligne de compte? J'échappe peut-être un peu de la question RSE, mais en tout cas... Non, pas du tout. Je veux bien qu'en régie, vous remettiez, mais on va s'appuyer dessus tout à l'heure, le slide de l'iceberg avec RSE, RSM. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Est-ce que si on fait de la RSE, on va être flat, tout le monde pareil, etc. Je pense qu'on y a déjà un peu répondu, mais on peut peut-être abonder là-dessus. L'exemple d'Amélie tout à l'heure était super intéressant parce qu'elle a dit c'est en fonction, on s'appuie sur l'identité de notre marque, sur notre histoire. Exactement. Tout le monde ne va pas raconter la même histoire et je présume qu'effectivement, je ne suis pas un expert, hein, mais que Etam n'a pas la même histoire que la vôtre, donc ils n'arriveront pas au même résultat en vérité. Donc, et c'est cette authenticité, le rapport à l'identité de la marque qui va faire la différence aussi. Hein. Et j'ai envie de dire, pour moi, travailler sur les deux niveaux, même quand on fait la stratégie RSE de deux concurrents qui seraient des jumeaux, on dit les enjeux sont les mêmes, mais la manière dont vous y répondez n'est pas la même. Donc déjà, en RSE, on peut faire du spécifique. Et alors, quand on est dans le champ des marques, on n'a pas forcément les mêmes consommateurs, on n'a pas la même histoire, etc. Et donc, on peut vraiment aller chercher de la singularité et de la différenciation. Ouais, moi, je pense que c'est un point qui est hyper stratégique et important. Parce qu'effectivement, comme on a les mêmes enjeux, on pourrait se dire qu'on va effectivement adresser le sujet de la même façon. Il y a aussi quelque chose qu'on n'aborde pas, mais qui est pour moi hyper important, c'est la coloration de l'entreprise. Sa coloration, elle vient de son histoire, mais elle peut aussi venir de son dirigeant, par exemple, de la personne qui a créé la boîte. Ou, chez Rouge-Gorge, clairement, ça a toujours été une entreprise où l'humain a toujours été au cœur de tout le temps. Et on a une coloration beaucoup plus sociale et sociétale qu'environnementale, par exemple. D'ailleurs, on a d'abord été très puissant sur l'aspect social et sociétal et on a dû mettre les bouchées doubles. On avait un peu de retard sur l'aspect environnemental. Donc là, on est largement en train de le rattraper. Mais ceci étant, ça garde quand même la coloration. Et quand on interroge nos collaborateurs, ce qu'on fait régulièrement, et quand on leur dit, toi, en tant que collaborateur, en tant qu'individu, qu'est-ce qui t'anime le plus? Clairement, l'engagement social, il est plus fort. Et quand on leur demande, quand on leur donne aussi, on a des ambassadeurs RSE, on a des budgets RSE par région pour que chacun vienne aussi déployer la stratégie RSE sur son territoire. Et là, ils ont carte blanche. On leur a clairement clarifié quels étaient les critères et quelle était la stratégie RSE de Rouge-Gorge. Mais dans ce champ-là, ils ont carte blanche. C'est clairement des actions plus sociales et sociétales qui se mettent en place, plus qu'environnementales, parce que c'est clairement la coloration de l'entreprise. Merci. Et donc, voilà, je pense qu'on a répondu à ça. Et le schéma que j'avais montré rapidement, l'idée, c'est justement quand vous êtes dans le haut de l'iceberg d'être différenciant. Et un exemple très intéressant, c'est que si j'ai un concurrent qui a démarré avant moi, en RSE, je peux lui emboîter le pas. En RSM, il aura préempté des sujets sur lesquels je ne vais plus émerger. Donc, on a vraiment les ressorts utile, intelligent du marketing qu'on doit appliquer à cette notion de RSM et de différenciation. Alors, je propose qu'on ouvre la possibilité à une autre question, remarque. Je vois les gens
de l'organisation qui commence à me faire des petits signes pour dire qu'il faudra bientôt... Alors peut-être, c'est quoi la prochaine étape? Moi, j'avais envie de demander ça à nos témoins. Peut-être Pierre nous dire un tout petit mot sur ce que l'ADTEM, par exemple, est en train de mettre en place en termes d'outils. Et j'ai une petite diapo que la régie peut mettre en lumière à la fin de la présentation sur notamment la formation. Mais peut-être nous dire un petit mot sur quelques outils auxquels le réseau, le cercle responsable a contribué. Oui, alors au sein du collectif responsable, la mission, c'est d'aider justement à la prise en compte de tous ces enjeux-là et de les rendre activables par les responsables marketing. Donc il y a un certain nombre d'outils que vous pourrez retrouver sur le site de l'ADTEM et la page spécifique du collectif responsable. Je pense à des fiches outils pour adresser certaines thématiques avec des conseils activables assez simplement. Je pense à des fiches ODD sur comment travailler les ODD et quelles sont les choses trappes surtout dans lesquelles il ne faut pas tomber. Et puis je pense aussi à la formation marketing responsable qui a été développée entre des enjeux et des hommes et l'ADTEM. Et notamment cette formation, elle a été demandée par l'ADTEM pour répondre à des préoccupations d'adhérents à cette association qui venaient de plein d'entreprises et qui disaient on ne me propose rien, il n'y a pas de formation de bonne qualité, j'arrive pas à trouver sur le marché quelque chose qui soit vraiment adapté. Donc l'ADTEM a été inclus dans l'ingénierie pédagogique de cette formation, dont la première session devrait avoir lieu au mois de juin. Donc si, à titre personnel ou pour vos collègues, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADTEM. Je vais peut-être conclure cette table ronde en vous remerciant tous les quatre et de vos éclairages et de votre implication en amont, parce que pour que ce soit fluide quand on est face à vous, vous imaginez bien qu'on a dû se parler beaucoup et souvent en préparation. Donc merci à tous de vous être rendus disponibles et j'espère que ça a été éclairant pour vous et que vous repartez à la fois avec de l'envie mais aussi un certain nombre de repères sur comment bien y arriver. Merci et bonne fin de salon.